Bonsoir, bonjour chez vous, chers frères et sœurs. C'est Bruno Katumpa, je vous parle de l'Afrique du Sud. Je voudrais m'entretenir avec vous ce soir et aujourd'hui sur un sujet brûlant au pays. On parle de la nationalité et de la proposition des lois pour les prochains candidats à la présidence de la République. Bon, d'entrée de jeu, je voudrais un peu euh, établir un contexte, le contexte dans lequel nous sommes en train d'évoluer et le contexte dans lequel cette proposition de loi intervient. Eh bien, vous vous rappelez, il y a cet accord FCC-CAJ et nous savons que c'est un accord qui déjà au début ne suscitait pas la confiance du peuple, mais le président de la République à l'époque avait trouvé que c'était, ensemble avec son collègue, ancien président Kabila, avait trouvé que c'était salutaire pour le pays. Bon, bien que moi personnellement et d'autres, nous avions applaudi cet accord. Mais toujours, il y avait des doutes sur la sincérité des acteurs, et principalement le FCC. Eh bien, le temps a prouvé que FCC n'était pas sincère, il n'était pas honnête et engagé pour le respect des accords ainsi, n'est-ce pas, conclus. Aujourd'hui, voilà, il est question de une proposition de loi pour que le prochain président soit né de père et de mère. Eh bien, ça fait couler l'encre. Alors le contexte, je voulais rapidement rappeler au peuple congolais que le gouvernement sous Kabila, avec la formule 1+4, et même le mandat de Kabila seul à la tête de notre pays, ce régime Kabila est issu des négociations et des accords de Sun City. Accords qui ont été, n'est-ce pas, je peux dire, qui ont existé suite à la guerre de l'Est de AFDL qui avait, avec l'aide du Rwanda et du Burundi, agressé notre pays. D'abord, c'était sous prétexte qu'il y avait les génocidaires Hutus qui étaient chez nous, qu'ils devaient poursuivre pour arrêter. Mais puis après, c'était devenu une guerre contre le régime de Kinshasa, contre Mobutu. Encore, il faut vous rappeler que cette guerre de AFDR était soutenue, était organisée, donc financée par la communauté internationale, par des pays comme les États-Unis, l'Angleterre, la Belgique même, notre puissance, ancienne puissance coloniale, la France. Donc tous les pays occidentaux étaient derrière cette guerre, ils la finançaient. Donc c'était une guerre des étrangers contre le Congo. Et voilà, nous avons eu le régime Kabila avec toutes ses conséquences que nous devons maintenant faire le bilan. C'est le génocide dont on parle que Kagame ne veut pas accepter. Il dit que bon, écoutez, cette histoire de théorie de deuxième génocide au Congo, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire toutes ces femmes qu'on zigouillait, violées, et tous ces gens qu'on a vus mourir continuellement à l'Est, bon, ça ne lui dit rien. Et dans ça, il est soutenu par la communauté internationale, ceux qui ont soutenu ces actions macabres au Congo. Bon, voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Nous sommes retrouvés, nous, le peuple congolais. Maintenant, les prochaines élections, et il y a les enjeux. Fort de l'expérience qu'on a connue, du fait qu'on a pris conscience que ce sont les étrangers qui nous ont attaqués chez nous pour pouvoir contrôler nos richesses, pour avoir accès à nos richesses.
Fort de cette expérience, certains fils du pays pensent que nous devons sécuriser cette fonction de président de la République afin qu'on ne puisse pas avoir cette continuité des étrangers qui veulent s'approprier de notre pays et nous isoler en tant que propriétaires de ce pays afin qu'ils puissent utiliser nos richesses à leur guise. Après avoir, n'est-ce pas, financé cette guerre et créé beaucoup de morts sans qu'ils ne soient, n'est-ce pas, inquiétés, ces gens ont encore des ambitions de pouvoir continuer à gérer les affaires telles que cela a été. Et s'il faut se rappeler de la responsabilité des Congolais qui sont tombés dans les mains de ces manipulateurs des forces extérieures parce qu'ils avaient beaucoup d'argent et de leur dictat et intimidation et manipulation, je disais, pardonnez-moi cette répétition, et qui se sont laissés faire. Et qui ont abandonné de ce fait le peuple à son propre sort. Et ce chaos entretenu aussi par la complicité de notre élite, démissionnaire, lâche, incapable de donner une direction et de prendre avec bravoure une position contre ces forces négatives. Ben voilà, la conséquence, c'est que, bon, ce chaos maintenu, entretenu, a causé l'exil de beaucoup de Congolais, et beaucoup de Congolais se retrouvent aujourd'hui réfugiés dans les pays voisins. Et nous voyons maintenant un effet contraire, c'est que ce sont les étrangers qui s'empressent à s'installer chez nous et qui, malgré ce chaos, ils n'ont fait que s'enrichir et se renforcer, comme cela a été aussi constaté, faisant même des enfants par-ci par-là avec nos jeunes sœurs. Voilà la situation et les conséquences. Maintenant, pour évaluer même sur le plan économique ce qui est arrivé, on peut suivre le rapport de Yuma qui a fait des aveux en disant combien nous avons perdu parce que maintenant, aujourd'hui, toute notre économie, toute cette richesse minière est dans les mains et dans le contrôle des étrangers. Et nous gagnons trop peu, le pays gagne trop peu. Voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Et en tant que Congolais responsables et conscients, malgré la faillite de l'élite congolaise de l'époque, du régime Kabila, 1+4 et après, mais il y a des Congolais qui, malgré tout, n'ont pas cessé à être préoccupés par le sort et l'avenir de notre pays. Et ils ont proposé, selon certains, que le prochain président puisse être de père et de mère congolaise. Parce que la réalité, c'est que l'identité de Kabila, parce que si nous suivons beaucoup de rapports, Kabila, sa mère serait une Rwandaise, la mère de Kabila n'est pas congolaise. La maman Sifa, c'est une maman qu'on a juste mis comme étiquette. Et son père aurait eu Kabila avec une maman rwandaise. Et les conséquences a été que bon, notre armée a connu successivement à l'échelon le plus élevé des étrangers qui l'ont dirigé, qui l'ont infiltré. Ce qui n'a pas facilité la fin de la guerre, la fin des rébellions, de l'infiltration et de l'affaiblissement de notre armée. Et créant une situation sécuritaire perpétuelle. Devant cette situation, je crois que les Congolais conscients et responsables devraient formuler, proposer des solutions pour qu'on puisse arrêter cette hémorragie, qu'on puisse arrêter ce drame qui peut avoir des conséquences néfastes sur l'avenir du Congo, de notre peuple. Bon, alors, je voulais donner des exemples avec l'Afrique du Sud en disant, écoutez, l'Afrique du Sud, c'est un des pays africains où nous avons vu les Blancs venir s'installer, les forces étrangères venir s'installer et s'approprier de toutes les richesses qu'ils ont distribuées entre eux en excluant les Noirs.
Et aujourd'hui, les Noirs, c'est dans la pauvreté absolue qu'ils vivent et ils sont contrôlés par les Blancs. Ailleurs, ils n'ont pas eu la chance, comme aux États-Unis et en Australie, où on a éliminé toute une race, on a éliminé toute la population pour qu'on puisse installer un régime ou un pays ou installer une nation des émigrés. Et la réalité congolaise risque d'être une répétition de cette histoire tragique, parce que c'est ce qu'on est en train, on a observé au Congo, c'est que la tuerie des Congolais ne gêne personne, ne dérange pas la communauté internationale, mais au contraire, cette communauté internationale sponsorise et est derrière des politiciens, comme ça a été avec AFDL, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que le contrôle, même politique et économique de notre pays, soit dans les mains d'une minorité qui a des liens même parentaux avec eux, de parenté avec eux. Et vous savez, la partie c'était comme ça, les Blancs ici, ce sont les descendants directs de l'Européen, c'était des Européens installés et immigrés en Afrique du Sud, donc ils bénéficiaient de l'aide directe des forces extérieures, donc de ces pays qui les finançaient. Bon, l'histoire risque de se répéter au Congo. Ce n'est pas que ce n'est plus une question de risque. La situation est déjà comme telle au Congo. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que, écoutez, il y a Dan Lettere qui contrôle la majorité des mines au Congo. Et nous savons comment il a eu ça. Bon, alors je disais, vous voyez la part, il y a eu la part de responsabilité des Congolais dans tout ça. Mais il y a aussi la prise de conscience des Congolais, ceux qui ne sont pas responsables de cette situation et qui n'ont pas accepté d'être salis, qui se sont mis à l'écart, qui aujourd'hui pensent qu'il est temps de pouvoir apporter des solutions pour remédier à ces situations, pour que le peuple congolais ne puisse pas subir le sort tragique d'autres peuples, comme le peuple sud-africain, ou maintenant, ou le peuple autochtone américain. Et je rappelle aux frères que l'Amérique, c'est un mauvais exemple si on doit se référer à l'exemple de démocratie, parce qu'on a éliminé le peuple peau rouge pour pouvoir faire des États-Unis un pays des émigrés. Donc quand vous arrivez aux États-Unis, vous êtes un émigré, vous êtes roi. C'est pourquoi on a facilité la tâche aux émigrés. Mais on ne peut pas répéter ça en sachant que si on le répète au Congo, c'est-à-dire on aura maintenant activé les moyens pour pouvoir éliminer petit à petit le peuple congolais, d'ailleurs qu'on accuse même d'incompétent et d'incapable. Raison de plus pour pouvoir l'éliminer. Chers frères, nous ne pouvons pas rester devant ces complots là-bas. Nous ne pouvons pas rester indifférents de nous laisser tuer et zigouiller, éliminer sur notre propre territoire. Ainsi, il est vraiment important que nous prenions conscience et proposions des solutions qui sont acceptables pour pouvoir nous protéger du pire, protéger notre génération, notre population, notre nation du pire. Ainsi, je pense que la proposition de Tchani, elle est vraiment importante parce qu'elle se fait d'abord dans un cadre démocratique. Et si des personnes qui sont dans la course, n'est-ce pas, de conquête de pouvoir de manière démocratique, menacent la proposition de cette loi, c'est-à-dire qu'ils menacent même cette démocratie pour laquelle ils sont en train de se prévaloir et de prétendre travailler pour défendre. Donc ils ne défendent pas la démocratie, ils défendent un statu quo. Et cela doit interpeller tout le peuple congolais. Que nous avons des gens qui ne veulent pas protéger les acquis même de notre démocratie, qui veulent s'imposer en nous menaçant, en nous intimidant, sur notre propre territoire. Et cela est dangereux. Parce que si c'est une loi, elle peut être votée au Parlement. Si le Parlement le rejette, ben écoutez, on continue. Ça ne serait pas le cas comme en Afrique du Sud. Les Sud-Africains ont une conscience
du danger ou du mal de l'apartheid, où l'homme blanc s'est approprié tout, l'a exclu. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas compter sur l'homme noir, l'homme blanc, n'est-ce pas, pour leur bien-être. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. En Afrique du Sud, cet état de conscience est très élevé à cause des conséquences qu'ils ont vécues avec l'homme blanc, avec l'apartheid. Un Sud-Africain, l'ANC, ils ne peuvent pas faire cette erreur. Et même vous sentez dans leur façon de réagir. Et je vais donner, parce qu'on parle de l'Afrique du Sud et de l'ANC, qui est vraiment une référence, un exemple. Vous savez, dans ce parti là-bas, ANC, il y avait des blancs, juifs, indiens, même russes, qui ont travaillé pour la libération de l'homme noir, pour la dignité du Sud-Africain noir autochtone, pour lequel ils ne voulaient pas voir le même sort arriver, comme c'était aux États-Unis avec les peaux rouges, comme en Australie et ailleurs. Et il y a eu des blancs qui se sont battus aux côtés des noirs et qui, dans leur lutte, n'ont jamais prétendu s'approprier de cette lutte-là, parce que c'était une lutte pour rétablir la dignité de l'homme noir et le mettre le remettre à sa place et lui céder le pouvoir qui lui est dû. Eh bien, ces blancs qui ont été dans l'ANC, ces Indiens, ces Russes, n'ont jamais prétendu, n'est-ce pas, diriger l'ANC et, n'est-ce pas, chercher à devenir président de l'Afrique du Sud. Ils ont laissé le blanc, l'homme noir, s'approprier de ce qui lui était vraiment dû. C'est-à-dire, étant la majorité, étant le peuple victime, étant le peuple à qui appartenait le pays, il était tout à fait logique pour ces blancs-là de laisser les noirs diriger et, n'est-ce pas, chercher à diriger le pays. Et parmi ces blancs-là, ce sont des blancs qui sont nés d'autres Sud-Africains, qui ont la nationalité sud-africaine. Mais ils ont compris que c'était une lutte pour rétablir l'homme noir dans ses droits. Et nous, le peuple congolais, nous avons le droit de diriger notre pays, pas d'être imposés, parce que nous sommes la majorité dans ce pays-là. Et si nous avons des personnes qui sont émigrées au Congo, qui sont blancs, ou qui sont métis, ou qui sont naturalisés, je prends l'exemple de l'Afrique du Sud. Je dis, écoutez, il devrait comprendre que le peuple congolais a besoin de retrouver sa dignité, d'être remis dans ses droits et dans son pouvoir, pour pouvoir, n'est-ce pas, jouir de manière digne de ce qui est dû à lui, ce que Dieu lui a donné, c'est-à-dire la terre, sa nation et tout ce qui revient de là. Vous savez, en Afrique du Sud, c'est comme ça. Vous avez des métis, vous avez des blancs. Il y a des blancs qui ont pris des positions, qui n'ont pas voulu travailler pour aider l'homme noir à être rétabli dans ses droits. Mais il y en a qui ont accepté héroïquement de tout sacrifier, de dire, ça c'est une lutte que nous faisons pour que l'homme noir soit rétabli. Et ils ne se sont jamais prévalus dans la course de pouvoir pour diriger le pays. Et vous savez, il y a eu même des gens très riches dans ce pays ici. On peut citer le cas des Oppenheimer. Ce sont des gens, ou des Oppenheimer, et puis le monsieur ici de propriétaire de Sun City et tout ça. Ce sont des gens riches, mais qui ne se sont jamais placés devant dans la conquête du pouvoir. Parce qu'ayant compris que ce pays a des personnes, a un peuple à qui revient de droit la direction du pays. Et ça n'a pas été un cas où même il fallait même aller voter des lois, parce que c'est quelque chose qui est accepté et compris. Et si aujourd'hui les Congolais vont jusqu'à faire des propositions de loi, c'est parce que nous avons des Congolais issus, n'est-ce pas, d'alliance avec les étrangers, qui ne voient pas les choses de cette façon-là, qui ne pensent pas que le peuple congolais doit être rétabli dans sa dignité, dans ses droits,
mais qui même derrière, en complicité avec des Congolais d'origine ou autochtones, qui pensent que le peuple congolais est incapable de s'assumer. Comme ça a été le cas aussi en Afrique du Sud, où vous aviez des régions tout entières qui étaient complices avec l'homme blanc, qui pensaient que l'homme noir était incapable de s'assumer. Mais ces gens ont disparu aujourd'hui. C'était l'erreur de l'histoire pour eux. Nous avons connu des régions comme Bophutsassouana, Transkei et tout ça, qui étaient contrôlées par les Noirs, qui étaient complices avec l'homme blanc. Donc, chers frères et sœurs, c'est un moment important pour nous. Sinon, nous allons décevoir le peuple africain dans ses aspirations. Parce que le Congo est resté un pays sur lequel les Africains comptent beaucoup et qui ne peut pas tomber dans l'erreur de l'Afrique du Sud. Et nous avons des pays qui font notre fierté, comme le Nigeria, comme l'Égypte, qui ont vraiment le contrôle de leur nation. Et le Congo a un rôle vraiment important à jouer dans la conquête et reconquête de la dignité africaine. Et nous devons travailler pour faire la fierté des Africains. Donc je disais, dans cette histoire, il y a la responsabilité du peuple congolais, mais qu'on ne se trompe pas. La guerre qui est menée contre le Congo, c'est une guerre des étrangers, des émigrés qui veulent s'imposer au Congo et pour contrôler, comme ça a été le cas avec tous les pays que j'ai cités. Et nous étant conscients et informés de l'histoire et du sort des autres peuples, nous devons en tirer des leçons et agir en conséquence. Sinon, l'histoire va nous condamner d'avoir été un peuple lâche. Donc, devant l'histoire, je crois que tout peuple congolais, tout Congolais doit être interpellé par cette proposition de Noël Tchani, que moi je soutiens. Pas parce qu'elle vise un individu en particulier. Et d'ailleurs, parlant d'individu, nous devons faire un choix entre le sort de tout un peuple et le sort d'un individu. Vous savez, dans la culture des Américains et des autres, vous voyez, quand quelqu'un est devant un choix entre le sort d'un peuple et le sort personnel ou l'intérêt général, c'est l'intérêt général qui fait prévaloir. Moi, j'interpelle les politiciens comme Moïse Katumbi de suivre l'exemple sud-africain, parce que nous avons des Blancs qui sont riches, qui se sont enrichis en Afrique du Sud, mais qui n'ont pas voulu interférer pour compromettre, n'est-ce pas, la reconquête de la dignité de l'homme africain, mais qui au contraire l'ont soutenu en se mettant à l'écart et en leur donnant des moyens. Donc si Moïse Katumbi aujourd'hui ne peut que aider avec ses moyens pour aider le Congolais à cette reconquête de sa dignité, moi je ne vois pas pourquoi est-ce que ça serait mal. Moi je ne pense pas que son rôle, ça serait nécessairement d'être président de la République. Et cette discussion, elle serait même mal placée. Moi, c'est un appel que je peux faire directement au président Moïse Katumbi. De prendre l'exemple des gens comme des Oppenheimer qui ont négocié avec Mandela en dernière minute quand Mandela est sorti de la prison. Ils ont négocié pour sécuriser l'avenir de l'Afrique du Sud. Mais pas pour abuser, parce qu'ils ont des moyens qu'ils ont amassés même des fois de manière douteuse pour abuser et s'imposer et continuer à perpétuer la discrimination et l'imposition d'une minorité et même des émigrés sur les autochtones, en les éliminant, en les considérant comme des faibles, des incapables. Non, il faut corriger l'histoire. On ne peut pas répéter l'histoire. Moi, j'applaudis le courage de Noël Tchani et je me joins à lui. Donc, peuple congolais, nous ne pouvons pas être, n'est-ce pas, responsables de notre suicide. Donc, nous ne pouvons pas être responsables de notre mauvais sort. Nous ne pouvons pas travailler pour un mauvais sort, notre mauvais sort. Non!
Parce que c'est le cas avec les autres pays où les émigrés ont fait la loi et à la longue, tout ce qu'ils ont fait, c'est écraser et effacer l'autochtone en s'appropriant toutes les richesses. Nous avons le droit de nous jouir de notre richesse que Dieu nous a léguée en nous plaçant sur cette terre-là. Et si les étrangers viennent jouir avec nous sans pouvoir compromettre nos droits, cela doit être bien accueilli. Mais le contraire, si nous devons payer le prix parce que nous devons être hospitaliers aux étrangers, c'est-à-dire perdre tous nos droits et être effacés et exclus, là on ne peut pas l'accepter. C'est une guerre, c'est une lutte pour laquelle Lumumba est mort, pour laquelle les Tchombé sont morts, pour laquelle les gens comme les Laurent Kabila sont morts, les gens comme les Kimbang ont été incarcérés sont morts. Nous ne pouvons pas aujourd'hui compromettre cette lutte combien louable de nos leaders. Et cette inspiration, nous devons aller de l'avant. Donc, si aujourd'hui même, comme je le vois dans la presse, le président Félix Tshisekedi est en train de rétablir la responsabilité des Congolais, des pères et de mères. Il a tout à fait raison. C'est une occasion pour nous, pas de reculer devant cette proposition, c'est d'interpeller notre responsabilité, de devenir à jamais responsable et dire, nous devons en âme et conscience agir pour préserver, n'est-ce pas, l'avenir de nos enfants et l'avenir de notre pays. Donc, en tout cas, mon appel, c'est à tous ceux qui sont au Congo aujourd'hui, des Congolais issus des familles étrangères qui se sont mariées aux Congolais, qu'ils soient, qui se sentent comme chez eux comme ça a toujours été, mais qu'ils doivent comprendre que nous devons corriger l'histoire. Nous ne pouvons pas perpétuer le mal qui a été perpétué ailleurs au Congo. Parce que les crimes à l'Est, c'est dû à cette interférence des forces extérieures, des étrangers qui ont voulu s'imposer chez nous pour avoir le contrôle de nos richesses. Et ça, nous n'allons pas accepter. Et si nous avons des Congolais qui sont issus des familles étrangères, qui ne comprennent pas ça et qui ne veulent pas travailler pour défendre les droits des peuples congolais, alors là, ce serait regrettable. Ça serait regrettable. Ils auront manqué vraiment une occasion historique de jouer un rôle qui va faire d'eux vraiment des personnes honorables dans l'avenir. Donc, nous ne pouvons pas compromettre notre souveraineté, surtout que nous avons payé un prix vraiment cher jusqu'en ce moment avec des vies innocentes. Cela ne peut pas continuer ainsi. Moi, je me joins à l'Union de Tchane et j'ai dit, nous devons mettre tous les mécanismes juridiques, même relever le moral de notre armée, le dépouiller de toutes ces forces étrangères qui l'ont affaibli pour qu'on puisse se défendre et redevenir une nation respectée en Afrique et au monde. Peuple congolais, personne ne va défendre nos droits mieux que nous-mêmes. Mettons-nous debout, mettons-nous ensemble, unissons-nous et défendons notre droit et le monde nous respectera. Merci beaucoup.